Aujourd'hui, particulièrement, les étudiants de l'UQTR, comme la semaine dernière, et aussi une enseignante de l'UQTR, encore une fois, pour terminer, c'est la dernière conférence de l'année 2016, et on va poursuivre le 24 janvier 2017, où il y aura une présentation à deux. Je serai un des deux, l'autre est absent. Ce sera « Qu'est-ce que la philosophie ?» Ça va commencer comme ça l'année 2017. Et puis il y a 9 activités en 2017, printemps, hiver-printemps. Alors ça, il risque d'en avoir 10 aussi. Et il va y avoir quelque chose de très particulier qui va être une soirée hommage aux cofondateurs du cercle, Yvon Panier. C'est quelque chose, il y a une quinzaine de personnes qui vont parler de comment ils ont connu Yvon et qu'est-ce qu'ils ont tiré de la fréquentation de cet homme-là qui est décédé. Ça fera 1 an qu'il sera décédé au moment où on fera l'activité. Puis il y en a un certain nombre ici là, qui vont parler, Luc Gagnon, Donna Gagnon. Oui, moi je vais parler. Bon. Alors, comme je disais, on a la chance encore d'avoir quelqu'un qui est à l'UQTR, Mme Aline Medeiros-Ramos, qui est d'origine brésilienne, et qui est aussi chargée de cours à l'UQAM, en philosophie, et qui fait son doctorat et qui est en train de rédiger sa thèse à l'UQAM sur les vertus épistémiques de Jean Buridan, philosophe du XIVe siècle, qui passe parfois pour le plus important philosophe du XIVe siècle, ou dans cette période du Moyen-Âge. Elle a 2 maîtrises, en philosophie et en éthique et société. Ça existe aux États-Unis, Fordham University, New York, où elle a passé quand même pas mal de temps à New York. Et aussi une spécialisation en manuscrits médiévaux, du Pontifical Institute of Medieval Studies de Toronto. Elle va nous parler parfois de manuscrits qu'elle est à peu près la seule à connaître et travaille sur une édition critique. Et si vous cherchez dans la morale de Buridan des choses, elle est à peu près la seule à connaître ça. Alors, c'est un événement. Ce qui se passe ce soir. Elle connaît bien les manuscrits. Elle a fait un baccalauréat en philosophie et une licence en enseignement au Brésil, à Sao Paulo, son pays d'origine. Elle a eu une formation de courte durée en études classiques à l'Université de Bologne, qu'elle adore. Elle adore l'Italie, elle adore Bologne, c'est vraiment le milieu des jeunes, c'est vraiment le milieu universitaire et en littérature, le centre d'études québécoises. Et études québécoises, c'est plus que littérature, qui est à Bologne. C'est quelque chose en Italie. On peut, peut-être pas chaque année, mais où on va étudier Gaston Miron et on va parler des auteurs québécois, des essayistes, des poètes, et tout ça. En Italie, Bologne, c'est proche du cœur québécois. Formation de courte durée aussi en théorie de la vertu au Moyen-Âge. Elle va nous en parler un peu, mais pas tellement dans le sens des vertus morales au sens ordinaire. Elle va nous en parler d'une autre façon. Formation qu'elle a acquise aux États-Unis, Witherspoon Institute à Princeton, aux États-Unis. Alors, sans plus tarder, bienvenue Mme Ramos et bonne conférence. Merci beaucoup, M. Boulanger. Et merci de votre présence, en fait. On en dit, il fait froid quand même. Je vais interrompre. Oui. Il faut que je parle plus fort. Ah, non, ok. En vous disant que c'est toujours le fond de la caisse qui sonne. Enfin, j'espère. Il y a toujours des dépenses, et il y en aura, ça va continuer. Alors, vous donnez un petit quelque chose comme selon vos moyens. Merci. Merci. Donc, d'abord, je vais avouer que j'ai 2 défauts dans ma vie.
je parle très vite et parfois je parle trop fort. Avec le micro, je ne suis pas trop habituée. Donc si jamais vous ne me comprenez pas, soit parce que je parle trop vite, soit parce que je parle trop fort ou pas assez fort, faites-moi signe, s'il vous plaît. L'accent, parfois, ça n'aide pas non plus, donc soyez bien à l'aise de me faire signe si jamais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc le titre de ma conférence, c'est « La modernité de la philosophie médiévale ». Donc en gros, j'ai un but pour ma conférence, qui est vous montrer, essayer de vous convaincre en fait, qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la philosophie médiévale, que la philosophie médiévale a un caractère innovateur, qu'il ne s'agit pas d'une philosophie conservatrice, plate, comme on entend souvent dans les livres ou dans les médias. Et en fait, j'ai structuré ma conférence en 3 parties. Donc d'abord, on va dire qu'est-ce qu'est le Moyen-Âge, de quoi parle-t-on quand on parle du Moyen-Âge dans notre contexte, dans le contexte philosophique ici. Dans la deuxième partie, je vais vous donner quelques exemples des modernités du Moyen-Âge. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a d'innovateur dans le Moyen-Âge. Et finalement, pour la troisième partie, on va faire une étude des cas. Donc, on va regarder le cas de Jean Buridan, donc le philosophe que j'étudie pour ma thèse doctorale. Et on va regarder quels aspects de sa théorie correspondent vraiment à quelque chose de nouveau. Surtout par rapport au contexte médiéval. Donc d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge par rapport au temps et à l'espace? On va regarder cette question de deux côtés. Donc d'abord, on parle d'une période Moyen-Âge, donc il y a l'idée qu'il s'agit de quelque chose d'intermédiaire. Donc c'est une époque intermédiaire entre l'époque classique, entre l'époque ancienne, et l'époque de la Renaissance, de la modernité, et ainsi de suite. Donc on va définir les limites temporelles du Moyen-Âge entre à peu près 476 de l'ère commune, donc après Jésus, ce qui marque la chute de l'Empire romain de l'Occident. Et ça va aller jusqu'à la chute de Constantinople, à peu près donc à 1453 de l'ère commune, donc aussi après Jésus. Évidemment que ces dates-là sont des dates, pour me donner un peu un barème, évidemment que c'est pas exactement parce qu'on est arrivé en 1453, il a acheté Constantinople, donc maintenant on fait toute la philosophie médiévale, on va passer à une philosophie de la Renaissance. Ça marche pas comme ça, l'histoire de la pensée humaine, mais c'est juste pour me donner comme vraiment une idée de base. Le Moyen-Âge aussi, on va le situer ici dans notre cadre, dans le contexte européen et du Moyen-Orient. Évidemment qu'on peut bien sûr parler d'un Moyen-Âge en Asie, par exemple, par rapport à la philosophie chinoise, la philosophie indienne, mais le Moyen-Âge, donc l'époque intermédiaire de ces cultures-là, ne correspond pas forcément à l'époque historique du Moyen-Âge européen et du Moyen-Orient. On peut aussi parler d'un Moyen-Âge en Amérique. Il y avait des civilisations qui existaient quand même en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, mais pour le but de cette conférence, on ne va pas considérer vraiment ce genre de philosophie parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de textes, mais on peut par contre considérer la philosophie médiévale, donc la philosophie des matrices médiévales, même si elle dépasse la période donc, de 1453, donc une philosophie de matrice scolastique, donc une philosophie qui a quand même une méthode, qui est encore une méthode médiévale, qui arrive et au Québec et en Amérique du Sud, donc au Chili, au Pérou, qui s'établit en fait comme philosophie qui suit toujours une méthode scolastique, donc une méthode notamment médiévale. Et en Amérique, donc la période de matrice médiévale scolastique va durer un peu plus longtemps. Donc on va aller jusqu'au XVIIe siècle, en fait. Donc, juste pour vous donner des références, au Québec, ou en fait en Amérique du Nord, on a un livre de Yvon Lamont, donc La philosophie et son enseignement au Québec, entre 1665 et 1920, qui va parler en fait de l'arrivée, de l'établissement des premiers philosophes au Québec. Mais bon, en Amérique du Sud, on va voir en fait le premier philosophe autochtone dans la région du Chili et du Pérou, qui va écrire en fait à l'époque entre 1570 et 1620. Donc c'est déjà une période tardive, mais le thème reste des thèmes médiévaux, comme on va voir. Mais pour nos propos ici, on va se concentrer vraiment donc, sur l'Europe et le Moyen-Orient, à l'époque établie par les limites historiques. Bon, une fois qu'on a établi ça, on peut passer donc à la deuxième partie.
voir qu'est-ce qu'il y a de moderne, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans la philosophie médiévale. Déjà, une idée clé, qui en fait quelque chose qui s'est passé qui est très important pour l'histoire, non seulement de la philosophie médiévale, mais en fait la réception de la philosophie, donc la réception de la philosophie grecque, entre autres, à l'époque moderne, à l'époque contemporaine, c'est quelque chose qu'on appelle en latin les translatio studiorum, c'est-à-dire le transfert des centres d'études d'un endroit à l'autre. Donc là, il va y avoir un mouvement des penseurs et aussi de textes, donc de transfert physique des matériaux, entre autres, mais aussi de traduction de ce texte du grec à l'arabe. Donc on va passer de l'Empire byzantin au Moyen-Orient. Ensuite, un retour en Afrique du Nord ou en Espagne, au sud de l'Espagne. Et par la suite, une troisième partie, on va voir vraiment l'expansion de ce genre de pensée qui va passer partout en Europe, surtout avec l'établissement des universités, donc où la philosophie grecque, après avoir passé par le Moyen-Orient, par l'Afrique du Nord, re-rentrée par l'Espagne, va être diffusée à Paris, à Vienne, au Royaume-Uni. Mais il y a ce espèce de mouvement de, c'est pas tout à fait encore une mondialisation, mais une espèce de passage, voyage du savoir qui nous fait voir déjà que la philosophie médiévale n'est pas une philosophie statique. C'est pas comme s'il y avait chaque penseur dans son village qui faisait écrire des choses qui avaient lien avec la religion, qu'on soit toujours des petits moines qui écrivent, qui copient de textes. C'est pas vraiment ça. Il y a du mouvement, il y a comme une espèce d'intensité, de partage, d'échange entre plusieurs cultures, justement, qui est très particulier de cette époque. Donc, évidemment, à l'époque grecque, il y avait déjà un échange des peuples qui vivaient autour de la Méditerranée, qui voyageaient déjà beaucoup, mais ça restait une culture de matrice grecque. Ici, on va avoir des échanges multiculturels. Donc, on va avoir des traductions de textes du grec, d'abord en arabe, ensuite des paraphrases de textes arabes en hébreu, par exemple, et par la suite une traduction de ces textes, ou des paraphrases même, de l'arabe ou de l'hébreu en latin. Donc la réception de la philosophie latine, quand on pense au Moyen-Âge, on pense « Ah oui, c'est la philosophie latine de l'Église ». Ben oui, mais si on pense au fait que le Moyen-Âge a commencé à 476, à cette époque-là, le latin était encore, c'était encore une langue courante en Europe, oui, mais il y a toutes les populations du Moyen-Orient qui travaillent, qui faisaient énormément de développement philosophique et qui le faisaient en langue arabe. Et à l'époque, ces gens voyageaient, ils échangeaient entre eux. Donc il y a quand même cet échange multiculturel qui est particulier du Moyen-Âge. On a également une diffusion, un travail de copie de texte qui commence à être fait d'une façon beaucoup plus systématique. Donc les traductions de textes se font d'une façon plus systématique, les copies aussi. Donc les métiers de copiste deviennent assez populaires. Et on commence à voir des bibliothèques en Europe. Évidemment, il y avait déjà, à l'époque ancienne, la bibliothèque d'Alexandrie qui avait été détruite. Mais il y a des textes qui préviennent, donc qui commencent à être recopiés. Et des bibliothèques qui sont développées, évidemment, des livres à l'époque coûtaient très cher, donc c'est pas tout le monde qui avait accès au matériel. Mais avec la diffusion de bibliothèques, et après plus tard, évidemment, avec les universités, ça fait en sorte que plus de gens vont commencer à avoir accès à ce genre de textes. Étant de matériaux très chers, on trouve souvent, quand on regarde des images dans l'art, en fait, de livres médiévaux qui ont de chaînes. En fait, ça, c'était pas parce que on regarde toujours des chaînes d'un contexte médiéval, on fait « Ah oui, c'est l'oppression de l'Église ». En fait, c'était pas vraiment ça. C'est juste parce que ça coûtait cher. Ils avaient peur que le livre allait être volé. Donc, il restait comme enchaîné aux bibliothèques pour que les gens puissent consulter, mais ne pas rentrer chez eux avec le livre caché. Même si le livre était quand même assez gros à l'époque. Dans un autre moment, donc un peu plus tard dans l'histoire, donc avec... ici, en fait, pour notre conférence, on va se concentrer vers la fin du Moyen-Âge, puisque je vais vous parler du 14e, je vais me concentrer sur le contexte historique du 12e, le 13e, pour vous donner une idée de ce qui s'est passé. Évidemment, il y avait un moment dans la philosophie médiévale, donc au début,
il y avait la transition, donc la philosophie grecque et la traduction des textes en arabe. Mais pendant un petit moment, donc pendant que la philosophie se développait vraiment au Moyen-Orient, l'Europe a passé pour une époque, donc l'époque juste avant Charlemagne, c'était une époque de désorganisation sociale, de peste, des crises politiques. Donc à ce moment-là, évidemment, la philosophie ne s'est pas vraiment beaucoup développée en Europe. Elle a continué à se développer au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique. Mais évidemment, la philosophie, comme maintenant, déjà à l'époque, elle se développe toujours dans des milieux assez aisés. Donc si les gens ont des préoccupations de survivre, ils doivent avoir toujours la préoccupation de survivre de la peste, de ne pas être tués dans des guerres, ils ne vont pas s'arrêter pour contempler la vie. Donc la contemplation, le travail philosophique, un travail qu'on fait normalement quand il y a des conditions de base pour faire ce genre de travail. Donc pendant quelques siècles, donc juste avant la réorganisation politique de Charlemagne, on n'avait pas vraiment en Europe des conditions de base pour ce genre de travail philosophique. Mais après, donc Charlemagne, après cette organisation, là on va vraiment avoir une structure en Europe qui va permettre l'épanouissement de la philosophie. Donc, vers le 12e, donc fin 12e, début 13e, on commence à avoir la fondation des universités. Et la fondation des universités, c'est quelque chose qui est très important, non simplement parce que c'est une institution qui existe depuis l'époque et qui, en fait, a très peu changé, si on regarde vraiment aux bases de l'université. Donc, il n'y a pas très peu changé depuis. Mais aussi parce que les universités, à la base, étaient constituées d'une façon assez particulière. Maintenant, quand on pense au monde contemporain, l'université, c'est comme des bureaucrates, ensuite qui embauchent des professeurs, qui vont recruter des étudiants, des étudiantes. À l'époque, l'université était développée par les étudiants et par quelques étudiantes. Dans le contexte médiéval, c'est plutôt les hommes qui prennent le devant, mais dans certains cas très rares, il y avait quand même des étudiantes. Donc, c'est des gens qui se rassemblent, qui veulent étudier, veulent développer leur connaissance au-delà de l'enseignement monastique, par exemple, au-delà des écoles monastiques, et qui décident en fait d'embaucher des gens, des spécialistes dans certains domaines pour avoir des cours. Donc là, on commence à voir comme des gens qui font ça de façon plus systématique, et dans certains contextes, notamment à l'Université de Bologne, on a la fondation de la première université en fait qui existe jusqu'à maintenant. Mais ce qui est particulier en fait, c'est que l'université, donc, dans le contexte de Bologne, a été fondée par les étudiants. Donc les étudiants avaient le pouvoir, c'est eux qui choisissaient les enseignants, les professeurs, et qui choisissaient aussi les méthodes d'évaluation, par exemple, les contenus de cours. Et ça définit un peu le rôle de l'université et le pouvoir des étudiants, en fait. Donc, la différence entre l'université et l'école monastique, à la base, c'est que l'université était indépendante de tout contrôle de l'Église, par exemple. Donc, les étudiants pouvaient demander d'apprendre des choses qui n'étaient pas normalement enseignées dans le contexte monastique. Il y avait une séparation de l'université, donc, par rapport à l'Église et aussi par rapport à l'État. Donc, l'université avait quelques avantages fiscaux, mais à part ça, l'État, les politiciens n'avaient pas vraiment de contrôle sur ce qui s'est passé à l'université. Donc, les étudiants étaient quand même assez libres de faire ce qu'ils voulaient, dans la mesure du normal. Mais ce qui est aussi particulier, c'est que vu que l'université était conçue comme des institutions autonomes, ça a fait en sorte que l'État ne pouvait pas intervenir, même dans les cas où il y avait, par exemple, des crimes qui ont été commis dans le contexte universitaire. Et donc, c'est dans ce genre de contexte, donc, dans le cas où il y avait quelque chose d'illégal qui s'est passé dans le contexte de l'université et l'État voulait intervenir, que les étudiants se sont rassemblés pour créer la résistance. Donc, la naissance du mouvement étudiant, à la base, elle a eu lieu à l'époque médiévale, vraiment. Donc, il y a même eu une image que j'ai vu le faire circuler sur Internet où il y a comme de la force policière qui affronte les étudiants, mais une image contemporaine, en fait, qu'on a vu en 2012, par exemple, au Québec.
Et là, l'étudiant regarde l'agent de police et regarde, ben, il faut nous respecter parce que notre institution, donc le mouvement étudiant, existe depuis le 13e siècle. Ce qui est tout à fait vrai. Donc, on ne peut pas dire qu'une période où un tel événement comme la naissance du mouvement étudiant a eu lieu est une époque des ténèbres. Non, c'est une époque d'épanouissement intellectuel, vraiment. Et en fait, ce qui est arrivé avec cette sorte de mouvement étudiant, elle n'est pas juste, je ne raconte pas juste parce que c'est une anecdote, mais aussi parce que c'est à cause des dissidences dans le mouvement étudiant qu'on va voir un début de diffusion des universités partout. Par exemple, il y a des histoires qui nous racontent que l'université de Cambridge au Royaume-Uni a été fondée à cause d'une dissidence dans le mouvement étudiant à Oxford. Donc l'université d'Oxford est la première université à être fondée au Royaume-Uni, la première université au monde. Mais à cause d'une espèce de persécution en étudiants, les étudiants n'étaient pas contents. Il y avait une pression de l'État. Donc un groupe d'étudiants a décidé de juste ramasser leurs affaires, partir à une ville pas très loin et fonder une autre université. En Italie, c'est la même chose. Dans la fondation de l'université de Vicenza, c'est aussi une dissidence des étudiants de l'université de Bologne. Donc tout d'abord, c'est le mouvement étudiant qui est à l'origine de cette diffusion des universités. Par la suite, c'est vraiment une question de demande. De plus en plus, il y a des gens qui veulent étudier, qui veulent avoir des études avancées indépendantes de l'Église. Donc les universités commencent à se répandre un peu partout. Un autre point intéressant, qui n'est pas du tout négligeable, c'est donc la diffusion des écrits, des livres, à la base en format de parchemin, qui évidemment coûtait très cher et faisait en sorte qu'il y ait énormément des moutons et des veaux étaient sacrifiés. Mais au fur et à mesure, on commence à voir du papier aussi, et on commence à voir l'imprimerie. Donc même si, bon, l'imprimerie de Gutenberg vient en 1450 à peu près, il y avait déjà des imprimeries, au moins en Europe, il y avait déjà des imprimeries en Chine, depuis très longtemps d'ailleurs, mais il y avait déjà des impressions primitives de livres en Europe. C'était pas comme l'imprimerie de Gutenberg, on a comme de petites lettres séparées, mais on faisait comme une espèce de tampon en bois avec des pages complètes de livres. Et donc on tamponnait, comme ça, au moins c'était beaucoup plus vite de faire des copies de livres que de le faire à la main. Et c'est comme ça qu'on a des livres qu'on appelle de incunables, c'est-à-dire des livres d'imprimerie primitive. Comme je vais vous montrer, en fait, j'ai un exemplaire ici qui en fait est juste, c'est un facsimile, c'est une copie en fait d'un livre d'imprimerie primitive. En l'occurrence, c'est le commentaire du Buridan, dont on va discuter tout à l'heure. Mais donc, des morceaux, vous trouvez sur l'exemplier. Malheureusement, j'étais moins optimiste que vous dans le public. Donc, je n'ai pas assez de copies, mais je vais vous envoyer le PDF de l'exemplier. Donc, si pour le moment, vous pouvez partager, s'il vous plaît, c'est gentil. Donc, sur la feuille en question, on va voir. Donc là, c'est déjà le texte de Jean Buridan. Je vais vous expliquer qui est Buridan bientôt. Mais juste pour vous donner une idée. Donc, sur la feuille, vous avez d'abord, donc le premier image, c'est une image du manuscrit. Donc, en fait, c'est une copie digitalisée, numérisée du manuscrit. C'est un manuscrit qui est à la Bibliothèque nationale de France à Paris. Donc là, c'est un manuscrit qui est vraiment un parchemin, qui a été copié à la main par un copiste. Et en fait, c'est le même texte que vous avez dans le premier image, dans le deuxième, et en fait, après, avec la transcription que moi j'ai faite. Donc, le premier image, il s'agit d'un manuscrit, vraiment un vrai manuscrit, qui n'est pas un autographe, c'est-à-dire c'est pas un manuscrit que Buridan a lui-même écrit. En étude de manuscrit, quand on parle d'un autographe, c'est un texte que l'auteur a lui-même écrit. Ici, il s'agit d'une copie postérieure, c'est une copie du 15e, si je ne me trompe pas. Donc, c'est juste quelqu'un qui a copié le texte de Buridan à partir de notre copie, et ainsi de suite. Ce n'est pas vraiment l'écriture de Buridan. Dans le petit texte à côté, là, c'est une image d'un livre d'imprimerie primitive. C'est beaucoup plus facile à lire. Donc déjà, ça facilitait vraiment la compréhension des gens. Mais vous remarquez quand même qu'il y a encore beaucoup d'abréviations. Donc si vous regardez le texte en bas, bon, le texte, les trois textes évidemment sont en latin, et Buridan a écrit en latin. Et vous avez la transcription que j'ai faite du texte, et tout ce qui est souligné, c'est des choses qui, dans le texte original, étaient abréviées.
Donc si on regarde le premier mot, là, ad explanationem, libri sexti, eti, donc quand on arrive au eti, donc le mot qui est là, et que dans votre texte, la deuxième ligne, le deuxième mot, sexti, eti, cor, et là un petit carré, un petit symbole. Donc ça, c'est une abréviation. Donc dans le texte normalisé, je vous ai dit eti, cor. Donc là, on a quand même une vision de ce qui c'était un texte médiéval. Je vais passer l'incunable, si vous voulez le regarder. Qui n'est pas moi, c'est une copie qui est à l'Université McGill. Mais je travaille avec ça. Pour les gens qui sont curieux, il y a la traduction à l'anglais. Moi, j'ai écrit ma thèse en anglais, donc j'ai mis ma traduction officielle. Mais j'ai fait des bouches de traduction en français. Désolée s'il y a de petits coquilles, mais juste de ce petit passage du texte. Donc, juste aussi pour vous montrer que le travail qu'on fait quand on fait de la philosophie médiévale n'est pas juste un travail de lire et interpréter des textes, mais c'est aussi un travail un peu archéologique de découvrir des abréviations cachées dans ce genre de textes, donc d'interpréter un peu quand même le texte pendant qu'on lit. Mais, parlons alors des Buridan. Donc, l'étude de cas qu'on va faire, c'est la modernité de la philosophie de Buridan. Buridan, donc Jean Buridan, philosophe français, né à la région de la Picardie, on va dire. C'est pas très sûr, on ne connaît pas vraiment bien son histoire de vie, donc on a juste quelques potins de l'époque. Mais il a écrit à partir de 1344, l'année vers 1300 en fait. Donc il a commencé à écrire, en fait il a commencé à écrire l'éthique, pas en général, mais l'éthique, les commentaires à l'éthique dont on va regarder un peu, à partir de 1344. Il a laissé ses traités inachevés. Buridan est décédé en 1360. Donc il a travaillé sur ses commentaires pendant 16 ans. Et on suppose qu'il a décédé pendant qu'il finissait le livre parce qu'il fait des commentaires sur les 10 livres de l'éthique d'Aristote, mais le 10e livre n'est pas fini. Mais d'abord, qui était Buridan? C'était ce philosophe du 14e qui avait été professeur à Paris. Ce qui est particulier de Buridan, c'est que, contrairement à, par exemple, Guillaume d'Occam ou Don Scott, Buridan n'a pas fait une formation complète universitaire. Donc, il n'a pas fait, par exemple, le doctorat. Il n'a pas fait un doctorat en philosophie. Donc, il n'a pas, doctorat en théologie. Donc, il n'a pas, par exemple, écrit un commentaire aux sentences de Pierre Lombard. Le commentaire aux sentences de Pierre Lombard était le travail de base que tout étudiant qui faisait un doctorat en théologie devait faire. Donc, Thomas d'Aquin, Don Scott, Guillaume d'Occam, tous ces grands philosophes ont écrit des commentaires aux sentences de Pierre Lombard. Mais Buridan, n'ayant pas étudié la philosophie, n'était même pas autorisé à écrire à propos des sujets théologiques. Donc, Buridan est ce qu'on appelle un maître des arts. Donc, il n'a pas de titre de docteur en théologie, il est juste maître des arts. Et les arts en question, ce sont les arts libéraux, donc du trivium quadruple trivium. Il a étudié ce qu'il fallait, la philosophie naturelle, les sciences naturelles, le langage, la logique. Et normalement, quand on parle de Buridan, la plupart des gens disent « Ah oui, j'ai déjà entendu parler de Buridan, ok. Ah, l'histoire de l'âne de Buridan. » L'âne de Buridan, c'est l'histoire que, bon, j'imagine que la plupart d'entre vous a déjà entendu parler. Donc l'âne qui se trouve entre deux tas d'avoine et qui ne sait pas quoi faire. En fait, il ne sait pas lequel choisir parce que les deux tas d'avoine sont exactement identiques. Donc il n'a pas une raison pour choisir l'un ou l'autre. Donc il va finir par mourir de faim. Parce qu'il est paralysé dans son choix, donc il va mourir de faim. Mais ce qui est particulier dans la légende de l'âne de Buridan, c'est que l'âne de Buridan n'est ni un âne, ni de Buridan. Donc, en fait, l'histoire de l'âne de Buridan remonte à Aristote. On trouve donc l'histoire dans le texte de la physique d'Aristote, si je ne me trompe pas. Il faudrait que je regarde. Mais en fait, il décrit juste un homme qui se trouve, en fait, qui a faim et soif, il se trouve en face à la bouffe et
de l'eau et il ne sait pas trop quoi choisir. Et finalement, il finit par ne pas se nourrir, ne pas prendre de l'eau. On trouve un même genre d'exemple dans le texte de la Divine Comédie de Dante, dans un des chapitres par rapport au paradis, où il décrit en fait le même genre de scénario où il y a un homme qui a deux choix qui sont plutôt semblables, identiques, ne sait pas quoi choisir, et par la suite il décrit un chien qui se trouve dans le même genre de situation. Donc dans tous ces cas-là, et dans le livre de texte de Buridan même, on ne trouve jamais cet exemple de l'âne. Donc l'histoire de l'âne, c'est sorti, on ne sait pas trop d'où, mais de toute façon c'était pas un âne, c'était soit un humain, soit des chiens, et c'était pas des Buridans. Par contre, pourquoi quand même est-ce qu'on parle de l'âne de Buridan? Parce que les critiques de Buridan, donc des gens qui vivaient plutôt à la même époque ou tout de suite après, ont interprété la philosophie de Buridan comme étant très contraignante. C'est une philosophie morale qui dépendait vraiment de l'intellect comme principe de choix. C'est une philosophie qu'on appelle une philosophie intellectualiste. Donc, contrairement à la plupart des philosophes qui sont venus immédiatement avant lui, donc contrairement à Guillaume de Ockham, à Duns Scott et à Thomas d'Aquin, qui étaient des volontaristes, donc des gens qui prenaient une espèce de liberté de la volonté, donc une volonté qui pouvait agir de façon indépendante de l'intellect. Bon, là, si Thomas d'Aquin était vraiment volontariste, c'est un peu... c'est pas un consensus. Duns Scott, à la fois, lui, était vraiment volontariste, c'était les grands philosophes volontaristes de l'époque médiévale. Et Ockham aussi, même si normalement il n'était pas d'accord avec Duns Scott sur ce point, sur quelques aspects de ce point, il était quand même d'accord avec Duns Scott. Buridan, par contre, il réservait un rôle très très important à l'intellect dans le processus de décision. Donc c'est l'intellect qui informe la volonté pour faire son choix. Donc les critiques de Buridan, en fait, regardaient ça comme étant contraignant dans le sens où si la volonté n'est pas libre, si la volonté ne peut pas agir de façon arbitraire, si c'est vraiment l'intellect de regarder et de juger, donc les gens qui se travaillent de perception, de sensation, de jugement, ça peut prendre du temps. Donc déjà, c'est un peu paralysant. Et une fois que l'intellect juge deux choses comme étant juste égales, il ne va pas décider. C'est juste comme A. Pourquoi est-ce que je vais choisir l'un plutôt que l'autre? Donc l'intellect n'a pas la liberté. L'intellect, juste toute seule, n'est pas assez libre pour faire ce choix. On a besoin de la volonté pour intervenir, pour faire un choix spécifique. Donc, ils ont parlé de cet exemple, donc de l'âne de Buridan par rapport à Buridan, pour justifier ce genre de critique. Mais bon, pourquoi c'est l'âne? Peut-être parce que l'âne étant historiquement le symbole de la stupidité, c'est peut-être pour ça, c'est une façon de se moquer de Buridan, on ne sait pas trop. Mais on juge, donc c'est pour ça qu'on attribue cette histoire à Buridan. Bon, si c'est justifié, donc ça c'est la critique que les gens faisaient à Buridan, si vraiment il avait un cadre qui était aussi intellectualiste que ça, c'est pas très clair non plus. En fait, de ce que j'ai vu à date, c'est vrai que Buridan a une position qui est plutôt intellectualiste, mais il laisse quand même de la place à la volonté. Donc il faut quand même être charitable avec Buridan, il faut avoir la vertu chrétienne de charité quand on lit ce genre de texte. Mais, donc, pourquoi parler de Buridan? Pourquoi utiliser Buridan? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Ce qui est particulier chez la philosophie de Buridan, c'est que si on regarde, si on fait une recherche internet, Wikipédia, peu importe, à propos de Buridan, on va trouver énormément d'informations sur la physique de Buridan et sur la logique de Buridan. Et tout ce qu'on va trouver, c'est des choses qui ont été écrites à partir du XXe siècle. Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Et pourquoi on ne parle pas de l'éthique? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon, à la moitié du XXe siècle, à peu près, au début du XXe siècle plutôt, il y a un philosophe, Pierre Duhem, qui a découvert la physique de Buridan et qui a postulé une thèse dans laquelle la théorie du mouvement, qu'on va trouver chez Newton par exemple, est déjà présente d'une façon rudimentaire
chez Buridan. Donc, dans la physique de Buridan, il va dire qu'il avait déjà une théorie, c'est la théorie de l'impetus en latin, donc d'une pulsion de mouvement, qu'on trouvait déjà chez Buridan. Donc, Duhem va essayer de nous montrer comment cette chose était déjà là. Donc, Newton n'avait pas une idée magique un jour. Beaucoup de gens depuis qui ont montré que Duhem n'avait pas tout à fait raison. Ce que Buridan a, c'est oui, une espèce de théorie du mouvement, mais qui n'est pas vraiment aussi originale que ça, qui n'est pas vraiment n'aurait pas forcément donné des fondations de base pour une physique newtonienne. Donc déjà, c'est quelque chose qui n'est plus consensus maintenant. Mais à l'époque, c'était comme la grande découverte philosophique, une des grandes découvertes philosophiques au moins. Donc ça fait beaucoup parler de Buridan. Donc depuis, dans la deuxième partie du XXe siècle, il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur la logique de Buridan et qui ont découvert quelques thèmes très intéressants et très importants pour la philosophie du langage et pour l'ontologie. Donc Buridan était, comme Guillaume d'Occam, un nominaliste. Donc c'était un philosophe qui croyait à la base que les universaux, donc les genres, les espèces dont parlaient Aristote et Porphyre, n'existaient pas dans la réalité. Donc les universaux comme être humain, humanité, blancheur, existaient tout simplement dans notre esprit. Dans la réalité, ce qu'on va voir, c'est juste des particuliers. Et Buridan, en fait, il avait un nominalisme qui était assez différent de celui de Guillaume d'Occam, mais était assez particulier. Donc des gens, parce qu'à la base, on pensait à Buridan, c'est juste un occamiste. Donc il faisait juste répéter un peu ce que disait Occam. Mais les gens qui ont travaillé sur ce texte de Buridan ont découvert que non, il y avait quelque chose d'original là-dedans. Il y avait quelque chose de différent dans sa logique aussi, qui faisait en sorte qu'on pouvait développer la logique d'Aristote, la logique contemporaine, en fonction de ce qu'il dit Buridan dans ses traités. Bon, mais très bien. Qu'est-ce que de l'éthique? La question, c'est que l'éthique de Buridan, en fait, était son traité le plus étudié à l'époque médiévale. On a quand même plus de 80 manuscrits de ce texte. Tandis que quand on pense à la physique, à la logique, même au commentaire du traité de l'âme, qui est en train d'être édité et traduit, qui va apparaître bientôt en version anglaise, mais en version bilingue, latin-anglais. Ces genres de textes-là, ils auraient peut-être une dizaine de manuscrits qui ont survécu. Donc s'il y avait une dizaine de manuscrits qui ont survécu, on suppose qu'il y avait peut-être une centaine qui circulaient, ou quelque chose comme ça. Mais quand on a plus de 80 manuscrits au XXe siècle, au XXIe siècle, ça veut dire qu'à l'époque, c'est un texte qui existait comme en plusieurs copies, un milliard de copies. Et pourtant, il n'y a personne qui ne porte attention. Donc, c'est un texte qui était le texte standard, le commentaire standard à l'éthique qu'on étudiait au XVe siècle, par exemple à Paris, c'était le commentaire d'éthique de Buridan. À Oxford, jusqu'au début du XVIe, même XVIIe siècle, le texte de Buridan, le commentaire de l'éthique Nicomaque de Buridan, était le commentaire standard qu'on utilisait dans le cours à Oxford aussi. Donc, pourquoi ne pas l'étudier? Donc, ce que je fais dans ma recherche, c'est profiter de cette vague d'études de Buridan qui a commencé au XXe siècle pour faire une espèce de buridanisme de troisième vague, là, en début du XXIe siècle, et pour essayer de partager les idées de ce texte avec le monde. Donc, mais qu'est-ce que la difficulté? Bon, c'est très bien d'avoir 80 manuscrits, mais faire une édition critique à partir des 80 manuscrits, c'est un travail inimaginable. Donc, c'est pour ça que moi-même, je ne propose pas de faire une édition critique. Je travaille à partir de ce manuscrit, dont vous avez de petites images sur l'exemplier, et quelques textes incunables. Il y a plusieurs textes incunables, plusieurs versions différentes d'imprimerie primitive. Donc, il y a une là, mais j'ai 4 ou 5 autres copies, donc je les compare un peu. Mais c'est un texte qui fait en manuscrit quelques 300, je pense qu'il y a 300, à peu près 300 folios, donc 300 feuilles de parchemin. C'est-à-dire quelqu'un, en fait, un spécialiste de Buridan en Alberta, Jack Zulko, il a estimé
que si on fait juste taper le texte de Buridan dans un ordinateur, ça va faire 1000 pages en latin, ce qui donnerait 1500 pages en traduction en anglais, par exemple. Donc, c'est le plus grand ouvrage de Buridan. C'est pour ça, entre autres, que ce que je propose de faire, évidemment, ce n'est pas une édition et traduction du texte au complet. Je travaille notamment sur les vertus épistémiques chez Jean Buridan. Donc, comme vous le savez, j'imagine toutes et tous, Aristote, dans son texte Éthique et Nicomaque, il va parler des vertus. Donc ça, c'est un de ses sujets principaux. Donc pour lui, le but de la vie humaine, c'est l'épanouissement et être vertueux. Donc il va parler des vertus morales, comme le courage, la justice, mais il va aussi parler des vertus intellectuelles. Qu'est-ce qui compte comme vertu intellectuelle? La vertu intellectuelle la plus évidente, c'est la prudence. La prudence, c'est une vertu qui est à la fois morale et intellectuelle, mais c'est une vertu intellectuelle de plus importante. Mais la connaissance, donc la compréhension, en fait, c'est aussi une vertu intellectuelle. La perception, mais pas n'importe quelle perception, mais la bonne perception est aussi une vertu intellectuelle. Dans les cadres contemporains, ce qu'on peut penser comme vertu intellectuelle, c'est par exemple la curiosité, le soin. Donc, examiner quelque chose avec soin, et non pas juste comme ça, vite fait, ça c'est une vertu. La curiosité, donc le fait de savoir chercher de l'information, désirer chercher de l'information, de la connaissance, ça peut compter comme une vertu intellectuelle. Donc, dans un deuxième volet de mon travail, je vais faire un lien entre Buridan et quelques questions contemporaines, mais ça sort de notre sujet ici. Et donc, quelque chose que Buridan va faire pour nous expliquer la question de vertu dans l'époque médiévale, mais de façon un peu différente, donc beaucoup plus moderne que ses contemporains, c'est aussi incorporer la philosophie de stoïcien dans son travail. Donc, il faut comprendre ici le contexte du développement des commentaires de l'Éthique et Nicomaque. Donc, le commentaire de l'Éthique et Nicomaque, en fait, l'Éthique et Nicomaque d'Aristote était un des derniers textes d'Aristote à être traduit complètement, donc en latin. La première traduction apparaît au début du XIIIe siècle, fin du XIIe, début du XIIIe, si je ne me trompe pas. C'est une traduction qui a été faite par Robert Grossetête. Le premier commentaire au complet de l'Éthique et Nicomaque a été fait par Albert Legrand, qui était professeur de Thomas d'Aquin. Donc le premier philosophe à écrire un commentaire à l'éthique, donc présenter chaque question et les commenter, c'était Albert Legrand. Et ensuite, Thomas d'Aquin a fait aussi un commentaire qui a été le commentaire standard à l'époque. Buridan, quand il écrit son texte, il ne se base pas sur Thomas d'Aquin et sur Albert Legrand, comme presque tout le monde de l'époque avait fait. Il va se baser plutôt sur, évidemment, Aristote, mais sur Eustrate de Nicée, qui est un philosophe de tradition byzantine, et sur le stoïcien. En fait, le philosophe qui va être le plus cité dans le traité de Buridan, à part Aristote, va être Sénèque, et par la suite Cicéron. Ça ne va pas être Thomas d'Aquin, ça ne va pas être Albert Legrand. Et ça, c'est très particulier. Donc, Buridan, il prend soin d'expliquer les vertus, expliquer son éthique, non seulement en justifiant, en expliquant comment Aristote pourrait être compatible avec la tradition chrétienne, mais il ajoute un troisième élément. Donc, il va expliquer comment Aristote va être compatible avec la tradition chrétienne, mais aussi avec la tradition des philosophes stoïciens. Donc ça donne une approche qui est très nouveau et une préoccupation très différente en fait. Donc les vertus chrétiennes ne vont pas vraiment apparaître dans le texte de Buridan. Il n'était pas autorisé vraiment à parler des questions qui concernaient Dieu directement. Il va en parler, mais il ne va pas en donner une importance aussi grande. Et en fait, c'est ce genre d'approche, donc incorporer la philosophie stoïcienne dans son commentaire médiéval, qui a permis que par la suite, en fait, pour la modernité, la philosophie morale moderne prenne en compte non simplement cette tradition aristotélo-chrétienne, mais qu'elle va en fait chercher ces sources qui avaient une origine socratique à la base. Donc le projet
morale de Buridan, il va vraiment influencer l'époque moderne, beaucoup plus que vraiment les projets moraux de Thomas d'Aquin, qui était un projet moral qui était assez standard pour son époque. C'était un projet normal. Mettre Aristote d'accord avec les valeurs chrétiennes. Okay. C'est ce que tout le monde faisait. Donc Buridan apporte cet aspect nouveau à sa philosophie. Et en fait, c'était un philosophe qui était très important, donc il était recteur à l'Université de Paris dans l'époque. Et donc il a été très influent sur ses étudiants, mais aussi la influence, il a même un peu voyagé. Donc, et même si à l'époque on considère que, donc avec ce qu'on appelle la querelle des universaux, donc le fait qu'il y avait des philosophes qui suivaient cette doctrine entre guillemets, nominaliste de Guillaume d'Occam, donc qui jugeait que les universaux étaient tout simplement des existants de notre esprit, n'existaient pas en réalité. Si, de l'autre côté, on a des gens comme Thomas d'Aquin ou comme Duns Scott, qui considéraient qui étaient des philosophes réalistes, donc considéraient que les universaux existaient en réalité. Quand on pensait à l'enseignement de la métaphysique, de l'ontologie, il y avait des universités qui enseignaient soit juste le réalisme, soit juste le nominalisme. Donc il y avait juste Guillaume d'Occam qui était enseigné, ou juste Thomas d'Aquin et Duns Scott. Donc chaque université prenait parti, c'est comme c'était la guerre maintenant entre philosophie analytique et continentale. Un département qui est continental, un département qui est analytique. À l'époque, c'était un département qui est réaliste, un département qui est nominaliste. Même si les étiquettes nominalistes et réalistes n'étaient pas en usage de l'époque. Mais Buridan, même s'il était un philosophe de tradition nominaliste, donc on était plus ou moins d'accord avec Guillaume d'Occam, son traité à l'éthique était enseigné dans tout le département. Peu importe, même dans le département qui était réaliste, ils enseignaient l'éthique de Buridan tellement elle était importante. Ensuite, la question qui se pose est, mais est-ce que l'éthique de Buridan était une éthique nominaliste? Donc, est-ce qu'il y avait un rapport entre le fait de croire à l'existence des universaux en réalité ou juste dans l'esprit? Est-ce que cela va influencer l'éthique d'une certaine façon? Ou est-ce que, peu importe notre approche métaphysique et ontologique, on peut avoir une éthique qui est complètement indépendante de ce genre de considérations? Ça, c'est une question. Les spécialistes de Buridan, il y a très peu de gens qui ont écrit des traités ou des textes à propos de l'éthique, mais ils ne semblent pas être très convaincus de ça. En fait, moi, je n'ai malheureusement pas une réponse prête à vous donner. C'est un travail en cours. Peut-être que si je reviens dans 2 ans, je vais avoir une réponse plus claire pour vous. Mais ça, en fait, c'est une des questions qu'on va se poser. Et c'est une des questions auxquelles je propose à répondre. Mais on peut bien en discuter de quelques aspects plus particuliers dans la période des questions, si vous avez des interventions, des choses comme ça. Donc, je vais m'arrêter ici et on peut continuer tout à l'heure. Alors, pour la période d'échange, on respecte un principe général, c'est que quand on a posé une question une fois ou fait un commentaire une fois, avant qu'on ait la parole une deuxième fois, on laisse les premiers tours passer, on laisse les autres parler pour la première fois. Ainsi, il n'y a personne qui monopolise le débat et tout ça. Mais ne vous gênez pas, vous pouvez poser toutes les questions. Roger vous apportera le micro. Je fais un marathon philosophique parce que je vais commencer ma journée avec mes étudiants à 8h30 du matin. Ben oui. Donc je suis prête pour finir mes 15 heures d'affilée avec vos questions. On commence par oui. Louis Marcellin. Bon, à l'UQTR, il y a un certain temps, on avait un collègue en philosophie qui s'appelait Claude Panaccio, que vous connaissez peut-être. Qui est mon directeur de la recherche. Ah, votre directeur de la recherche, bon, vous connaissez bien. Donc, c'est un spécialiste de Guillaume d'Occam. Ouais. Et justement, j'allais vous dire, en fait, vous êtes sûrement au courant de ça, mais Claude Panaccio a défendu longtemps que les travaux d'Occam avaient une pertinence pour des problèmes de philosophie contemporaine. Et donc, vous avez la même hypothèse pour Buridan. Est-ce qu'il y a aussi d'autres philosophes médiévaux pour lesquels les gens ont trouvé donc une pertinence dans certains débats de philosophie contemporaine? Oui, tout à fait. Merci pour la question. Bon, c'est ça. Donc, pour Buridan, c'est encore un travail en cours. Moi, j'essaie de montrer pourquoi elle est pertinente pour la théorie de la vertu contemporaine.
Mais il y a beaucoup de gens qui vont porter attention sur, notamment Thomas d'Aquin, on revient toujours à Thomas d'Aquin, par rapport à des questions comme des questions de l'éthique appliquée. Donc des questions d'avortement, en fait, par exemple. Thomas d'Aquin est très intéressant là-dessus parce qu'il a une théorie de l'âme qui a pour conséquence le fait que si on suit cette théorie de l'âme, donc la théorie qui va proposer la formation de l'être humain et du fœtus, ça laisserait la place à la possibilité de l'avortement, ce qui n'est pas permis par l'Église catholique encore aujourd'hui. Donc il y a toujours des questions, donc il y a encore des gens qui vont avoir des discussions là-dessus pour essayer de résoudre des problèmes qui, à l'origine, sont des problèmes de conception des traités de l'âme de Thomas d'Aquin, par exemple. C'est juste un exemple. De la même façon, par contre, par exemple, si on pense à l'actualité de la pensée de Guillaume de Cam, donc comment il va influencer le philosophe du langage avec son nominalisme, de l'autre côté, on va voir dans Scott aussi, qui, comme grand représentant du réalisme, peut aussi influencer des philosophes. C'est plus rare dans la philosophie contemporaine qu'il y a des gens qui vont avoir une position réaliste par rapport aux universaux au XXIe siècle, mais il y en a quand même. Donc, dans Scott, il pourrait être une base, une fondation pour ce genre de pensée, avec toute cette subtilité. C'est pas pour rien qu'il est appelé le docteur subtil. Donc, mais en même temps, dans le cas de Scott, je ne sais pas s'il y a des gens qui le font effectivement. Un autre exemple pour la contemporanéité de la philosophie médiévale, on peut prendre la pensée de Francisco Suárez, un philosophe ibérique de la fin de la période médiévale, qui a écrit un traité qui est encore très important dans la philosophie du droit et dans la théorie de la guerre juste. Donc c'est un des philosophes qui est le plus cité dans ce genre de contexte. J'avoue que je ne connais pas des détails de cette théorie de la guerre juste, mais je sais que c'est une référence très importante dans le débat. J'imagine qu'il y a énormément d'autres exemples, mais juste pour nommer quelques-uns, ce serait ça. Oui, d'autres questions? Oui, j'en ai une. Par rapport au nominalisme et réalisme, les effets, si on extrapolait, ou les conséquences qu'il peut y avoir du côté croyant, religieux, si on a une position nominaliste par rapport à une position réaliste. Oui, il y a quelques cas où ça devient contraignant. Pour un cas même, c'est d'être plus contraignant. Il y a un article d'une spécialiste de la philosophie médiévale, spécialiste d'Occam, qui s'appelle Meredith McCord Adams, où elle va traiter d'un cas spécifique où, en fait, la question de la nature de Jésus, donc la question de la christologie. Donc, est-ce que Jésus a une nature, parce que si on suit le dogme catholique, Jésus, il a en même temps une nature humaine et une nature divine. Sauf que, dans les conceptions de base, dans le dogme métaphysique, chaque individu a une nature. Bon, on peut avoir une nature différente, mais à des niveaux différents. Donc, moi, j'ai une nature humaine, une nature animale, mais animale, c'est le genre, humain, c'est l'espèce. Mais dans les cas de nature divine et humaine, ce sont des natures du même niveau, mais qui sont concurrentes dans le même individu. Donc, si Occam part d'un cadre nominaliste, donc l'individu, c'est la chose la plus importante, et après, les natures sont des choses qui viennent par le processus épistémique. Donc, qu'est-ce qui se passe avec cette entité, donc Jésus? Comment elle va le concevoir? Une façon de résoudre ces problèmes, c'est avoir une position qui, à l'époque, était considérée une position hérétique, qui est une position qu'on appelle le nestorianisme, qui considérait le rapport entre les deux natures, la nature humaine et la nature divine, d'une façon assez particulière. Mais sinon, en fait, ce que Occam va faire, c'est qu'il va avoir une exception pour sa théorie. Donc, pour Occam, quand on prend les 10 catégories d'Aristote, à la base, il y a deux catégories substantielles, deux catégories qui sont réelles, plus importantes, donc la substance et la qualité. Et toutes les autres 8 catégories ne font pas partie de ce qu'on voit, ce qu'on a dans la réalité.
Donc la relation, c'est-à-dire le rapport que Jésus aurait avec sa nature divine, sa nature humaine, le rapport entre les deux natures ne serait pas quelque chose de réel. Sauf que pour éviter justement d'entrer dans cette doctrine hérétique, Occam va dire non, la relation normalement, qui est dans une des catégories, n'est pas quelque chose de réel, sauf dans le cas de la nature de Jésus. Donc ça peut poser des problèmes, mais Occam se trouve en plus sans solution. Donc évidemment, la problématique d'arguments sont hyper compliquées, même moi je ne me rappelle pas tous les détails, mais là cet article nous explique en fait très bien comment il a résolu la problématique. Une question. Tout le monde aujourd'hui a un minimum d'apprentissage d'éthique, même à partir du primaire, du secondaire, puis au cégep, puis un cours obligatoire. Mais le fait de connaître des notions, le fait de connaître des doctrines, le fait de développer le raisonnement, des formes de raisonnement éthique, ne rend pas les gens plus honnêtes. On le voit dans l'administration des finances, dans la gestion des contrats et chez les politiciens. Et pourtant, ils connaissent l'éthique. Et ils ont étudié l'éthique. Et tout le monde, depuis 20 ans, qui sont passés par le cégep, c'est-à-dire à peu près tout le monde dont je parlais, là, ces responsables-là connaissent ça. Et ils peuvent être parfaitement crapuleux, malhonnêtes, injustes, etc. C'est ça qui m'amène à poser la question. La connaissance des notions de bien ou de choses correctes sur le plan moral a besoin de la volonté ou a besoin du cœur ou a besoin d'une puissance autre pour se réaliser. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais de votre point de vue, pas nécessairement de celui-là. D'accord. Oui, ça c'est une bonne question en général. C'est ça, on veut bien voir qu'il y a du bien dans le monde, tout le monde veut le bien, comme Aristote le disait déjà, on a toujours cette tendance vers le bien. Mais le problème, c'est que le bien pour moi, c'est bien vivre, le bien pour un homme politique, ça peut être juste avoir plus d'argent, donc il y a une dissonance là. Mais moi, j'avoue que j'aime bien, mes étudiants qui sont là vont savoir, j'adore l'éthique d'Aristote. Donc, je vais être bien aristotélicienne dans ma réponse. Je trouve que si notre but dans la vie, c'est vraiment d'être comme pleinement humain, il faut absolument qu'on utilise notre raison pour faire le bien, pour atteindre le bien. Donc, c'est pour ça que je suis les vertus, entre autres, parce que je trouve que c'est quelque chose qui est quand même très important. Mais, évidemment, comme le dit déjà Aristote d'ailleurs, il n'y a personne qui peut être vertueux tout seul. Donc il faut qu'on soit entouré de bonnes amies, de la bonne compagnie qui vont nous servir de modèle moral. Et il faut aussi avoir une société qui va nous pousser à agir de la bonne façon et à agir envers le bien. Et cette société, elle a quand même deux fonctions. La fonction de base, comme le dit Aristote, c'est fournir les conditions de base pour que les personnes agissent d'une bonne façon, d'une façon morale. Mais si on pense à la question d'une façon plus contemporaine, c'est la société aussi qui va faire en sorte qu'on doit répondre par, en fait, expliquer les choses qu'on fait, expliquer nos choix. Donc, des personnes en politique ou dans la finance, par exemple, chaque fois qu'ils prennent une décision qui peut, par exemple, nuire au peuple, on devrait aller poser la question. Comme peuple, on a quand même un devoir moral de contester ce genre de décisions, même si, bon, parfois c'est compliqué, parfois on n'a pas vraiment... Évidemment, notre société, c'est pas une société comme c'était la cité en Athènes à l'époque, on n'a pas accès direct aux politiciens, on doit passer plusieurs barrières. Donc, mais je sais pas, mais je pense qu'il y a un rapport direct entre l'éthique et la politique dans ce sens-là, et peut-être qu'il faut passer juste par une reformulation du système politique qui nous rende plus accessible, tous ces gens-là qui prennent les décisions pour nous. Mais je ne sais pas exactement. C'est une question très difficile en fait à répondre. Merci.
là, vous parlez du bien qui dépend selon la vision des personnes. Ça fait penser comme en ce moment, dans la période contemporaine. Fidel Castro, il a fait du bien dans sa terre. Mais pour l'humanisme, l'humanisme pense que Fidel Castro n'a pas fait du tout du bien pour son peuple. Donc, seulement, ça dépend de chaque vision, de chaque système de valeurs, de chaque personne. Moi, j'ai une question d'ordre historique, plutôt par curiosité. La période, disons, médiévale, le Moyen-Âge, qu'est-ce qui a décidé que ça commence à la chute de l'Empire romain et que ça finit à la chute de l'Empire byzantin? Est-ce qu'il y a un grand philosophe qui a décidé que c'est comme ça ou ça c'est arrivé comme par hasard comme ça? Ok, c'est une très bonne question. Oui, je n'ai pas assez développé cette idée. Mais en fait, les dates sont approximatives, là, elles sont complètement arbitraires, elles sont basées sur des événements historiques qui n'ont aucun rapport avec la pensée philosophique elle-même. Donc, on va l'utiliser comme des balises, tout simplement. Mais bon, pourquoi est-ce qu'on parle de l'époque de la chute de l'Empire romain de l'Occident? En fait, c'était parce que c'était à cette époque où on va avoir en fait une espèce de rencontre de la philosophie d'origine grecque avec la tradition chrétienne. Donc, ce qui va avoir de très particulier à cette époque, c'est qu'on va avoir une tradition, en fait, 4 types de traditions différentes. Donc, une tradition platonicienne, une tradition aristotélécienne, ou une tradition platonicienne ou néo-platonicienne, en fait, la tradition aristotélécienne, les traditions stoïciennes et la tradition épicurienne, qui vont rencontrer 4 traditions différentes du côté de la religion. Donc la religion byzantine, le catholicisme, le judaïsme et l'islam. Donc on va avoir comme les quatre qu'à cette époque-là. Donc c'est à ce moment-là, bon, l'islam un peu plus tard, mais 200 ans plus tard à peu près. Mais ils vont se rencontrer, on va devoir avoir un type de philosophie qui doit concilier, en fait, d'un côté, ces traditions d'origine païenne avec ces traditions d'origine théiste, ou monothéiste, en fait. Donc c'est ça qui est particulier dans ce contexte du 5e siècle de l'ère commune. Puisqu'on décide d'être la fin de l'époque médiévale, donc la chute de Constantinople, mais c'est parce qu'il y avait déjà une espèce des mouvements, un type de bouleversement en Europe qui faisait en sorte que le mouvement de la Renaissance commençait à être effervescent. Donc, en fait, selon ce que je vois, c'est plutôt la tradition de la Renaissance qui est une tradition intermédiaire, qui est temporaire, parce que c'est un passage de l'époque médiévale qui était quand même longue et importante à l'époque moderne. Mais la tradition de la Renaissance, c'est une tradition qui est très courte, en fait. Mais là, c'est vraiment la reprise de valeurs gréco-romaines. Et on commence à laisser un peu de côté les valeurs chrétiennes. Donc là, on a comme une espèce on revient un peu plus aux sources. Donc c'est pour ça qu'on va marquer ces 2 époques, même si les dates sont juste approximatives. Oui, Luc. Alors, moi, je suis un malentendant. J'ai mal suivi votre Désolé. conférence. Je suis vraiment désolée. Cependant, j'ai lu une des références que vous nous avez passées. Et dans une de ces références-là, une partie de ces références-là, fait référence à la vertu naturelle qui n'est ni intellectuelle ni morale. Je ne vais pas discuter de la conséquence de cela, mais de cela même, à savoir que la vertu intellectuelle peut être naturelle sûrement. On l'observe chez les enfants, certains sont bien en avant
des autres et ils vont rester en avant parce qu'il y a quelque chose dans leur intelligence qui est supérieur à d'autres. Et la vertu morale, elle ne peut pas être naturelle. Ouais, ça, c'est mon point de vue. Elle ne peut pas être naturelle, pas plus que le vice. Le droit, les discussions dans les procès qu'on entend, ces discussions-là disent, par exemple, supposons que quelqu'un est accusé d'avoir abusé d'un enfant. En général, la défense, l'avocat de la défense, va remonter à l'enfance de l'accusé et va dire, quand il était jeune, il a subi exactement les mêmes abus qu'il reproduira par après. Si le vice s'apprend, la vertu doit bien s'apprendre aussi. Voilà ce que je dis. Donc, la vertu ne peut pas être naturelle. Oui, mais en fait, je suis tout à fait d'accord que le vice et la vertu s'apprennent. Et même Buridan serait d'accord avec ça, Aristote aussi serait d'accord avec ça. La différence, en fait, quand dans le texte Buridan parle de vertu naturelle, naturelle là ne veut pas dire, c'est pas un rapport avec la nature, mais c'est quelque chose qu'on a depuis la naissance. Parce que natura, en latin, ça a juste un rapport avec la naissance même. Donc, les vertus naturelles sont des vertus qui, tous les êtres humains, mais même pour certaines vertus, même les animaux vont avoir. Donc, ce sont des vertus de base. Après, c'est sûr que les vertus morales, les vertus intellectuelles vont être développées à partir de ces vertus de base. Parce que la question, c'est que la vertu, c'est pas forcément quelque chose qui est juste donné, c'est pas quelque chose qui est inné, par exemple, mais, selon Aristote, selon Buridan, c'est quelque chose qui doit être habitué. Donc il faut avoir une pratique constante de la vertu pour qu'elle devienne seconde nature, donc pour qu'elle soit vraiment une vertu. Donc, dans ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et en fait, je pense que même dans le texte, en fait, Buridan, comme un bon scolastique, il va commencer son texte par les objections. Donc c'est peut-être pour ça qu'on peut avoir l'impression qu'il va soutenir la vie selon laquelle non, ça ne marche pas comme ça. Mais en fait, le paragraphe que vous avez là dans le texte, ce sont les premières objections que Buridan va présenter à sa propre théorie, en fait. Donc, parce que selon la méthode scolastique, en fait, ce qu'on trouve souvent, donc depuis, par exemple, Thomas d'Aquin, donc la même chose qu'on va trouver chez Guillaume de Cam, chez Buridan, on va voir une question qui va être ouverte à deux genres de réponses, donc notamment oui ou non. Donc, en l'occurrence, la question, c'est si les vertus sont bien divisées en morale et épistémique, ou intellectuelle. Donc, c'est une question qui peut être répondue comme oui ou non. D'abord, on a la question. Par la suite, on a les objections que le philosophe va poser à son avis. Donc, on va commencer par toutes les positions contre la position du philosophe même. Par la suite, on va voir le 7 contra, qui est une position qui est contraire aux objections, mais qui n'est pas encore l'avis du philosophe même. Donc, Buridan, quand il fait son 7 contra, il va montrer un avis qui est semblable au sien, mais qui n'est pas encore le sien. Dans un quatrième moment, il va voir sa propre réponse à la question, et finalement, sa réponse aux objections qu'il avait posées au tout début. Donc, il faut toujours faire attention quand on lit des textes médiévaux aussi, parce qu'il y a une structure très particulière. Donc, il faut connaître cette structure scolastique pour qu'on ne se trompe pas, parce que parfois on lit, on voit une thèse et fait comme « Ah, mais ça c'est la thèse de l'auteur qui est présentée juste après la réponse, mais en fait, après la question. Mais ce qu'on voit tout de suite après la question, en fait, c'est l'avis contraire au sien. Donc, Merci. Merci, ouais, merci de la question. D'abord, merci pour votre conférence, c'était très intéressant. J'aimerais être en mesure de vous poser une question un peu plus précise sur votre conférence, mais je vais vous avouer que ma culture philosophique médiévale est assez limitée
Et je crois que c'est le cas de la plupart des universités dans le monde en ce moment. Il y a beaucoup d'endroits, dont à l'UQTR, où la philosophie médiévale elle est plutôt négligée. J'aimerais savoir, à votre avis, est-ce que vous croyez que Buridan est un des philosophes qui devrait être intégré au canon de la philosophie occidentale? Oui, je pense que oui, tout à fait. En fait, il peut être même incorporé au canon de plusieurs façons. Il ne faut pas forcément avoir un cours de philosophie médiévale pour incorporer la philosophie des Puritans. Il peut être facilement présenté dans un cours de logique. La logique est assez particulière, il fait des développements très importants par rapport à la logique d'Aristote, des développements qui vont être vraiment repris par des philosophes comme Frege, donc des choses qui ont un rapport avec le langage, qui est très important. Également dans un cours de philosophie du langage, alors donc on pouvait vraiment parler des Puritans. Le problème qu'on avait jusqu'à maintenant, c'est juste qu'il n'y avait pas vraiment de texte disponible. Donc la somme de dialectique, la somme de logique, de dialectique, qui en fait sont traités sur la logique, il a été récemment traduit, mais à ma connaissance, seulement en langue anglaise, donc c'est juste une traduction en anglais. Il y a un seul traité de Buridan qui est traduit en français, c'est le traité de l'âme, un commentaire du traité de l'âme d'Aristote, mais qui en fait est une traduction qui a été faite par Benoît Patard, mais des études qui ont été faites par la suite ont prouvé que le texte que Patard a utilisé, ce n'était pas un texte de Buridan. Donc maintenant, c'est un texte qu'on va appeler un texte de pseudo-Buridan. Donc, pour le contexte des universités francophones, on a un problème de manque de ressources, vraiment, de textes de base. Mais bon, c'est un travail à faire, là. On peut toujours traduire Buridan à partir du latin, à partir de l'anglais. Et mais oui, ce serait un nom à ajouter à côté de Thomas d'Aquin, d'Occam, tout à fait. Ouais. Et l'œuvre de Patard en question, quand on regarde sur Google, ça se vend 300 ou 400 $. Et c'est même pas un vrai texte de Buridan. C'est peut-être un texte qui a été important à l'époque. Je ne sais pas exactement, je n'ai jamais regardé en détail. C'est peut-être un texte qui a été copié, étudié. Patard enseignait l'UQTR. Benoît Patard a enseigné l'UQTR. Eh bien, voilà. Ouais. C'est pas pour diminuer son travail, c'était quand même un travail énorme, hein, éditer et traduire en texte, mais c'est juste que ça s'avère que c'était pas le vrai Buridan. C'était le Buridan de Bruges, de pseudo-Buridan. Comme il y a des gens qui ont traduit des textes d'Aristote, et finalement on a découvert que c'était de pseudo-Aristote. C'est pareil, c'est malheureux, mais ça peut arriver. Là, on peut passer à deux questions. On fait pas mal de tours. Si tu veux reparler, J'en ai une petite, peut-être, pour revenir un peu sur les vertus intellectuelles, comme la curiosité, puis élaborer juste un peu sur ces vertus aristotéliciennes. Oui, mais en fait, Aristote, évidemment, il ne parle pas de curiosité. Ça, c'est la terminologie contemporaine. Mais en fait, la question de la vertu intellectuelle va nous aider, entre autres, à comprendre la différence entre, comme là, si on fait un corrélat avec la vertu morale, la différence entre quelqu'un qui fait des bonnes actions, par exemple, ou quelqu'un qui est vertueux moralement. Donc, il y a la différence entre moi, je suis gentil, j'aide les gens et tout, mais il y a quand même une différence entre moi et Socrate. Socrate est le gros modèle moral. Et du côté intellectuel, c'est la différence entre une personne qui sait beaucoup de choses, par exemple, une personne qui est capable de jouer au Trivial Pursuit et répondre à toutes les questions. Donc, ah oui, je connais quelle est la célébrité de l'année au Québec il y a en 1965. Ah, mais qui a gagné le prix Nobel en 1985. Mais est-ce que juste avoir des informations comme ça, donc connaître de fait, est-ce que ça fait en sorte qu'une personne est sage? Pas vraiment. C'est juste quelqu'un qui connaît beaucoup d'informations. Si je commençais à vous dire, ah, écoutez, je sais combien de grains de sable il y a dans le monde. Ok, c'est très bien, c'est un fait curieux, mais c'est pas quelque chose d'important. Donc, le sage, ce qu'on voit dans une personne qui est sage, notamment, c'est qu'elle est capable de comprendre la différence entre une connaissance qui est importante et une connaissance qui est peut-être utile dans certaines circonstances, mais n'est pas une connaissance fondamentale pour l'être humain. Donc, mais comment est-ce qu'on fait cette différence? Donc, quels sont les critères qu'on va utiliser donc, pour juger si une personne est sage ou juste quelqu'un qui connaît beaucoup de faits? Et c'est là qu'on va rentrer dans la question de vertu morale. Donc, c'est avec une personne qui est prudente, donc qui utilise bien son jugement.
c'est quelqu'un qui, dans l'observation de faits du monde, va retenir les informations, donc il va faire une espèce de tri. Il va retenir les informations qui sont les plus importantes pour le processus intellectuel. C'est la personne qui va avoir de la curiosité, parce que sans curiosité, en même temps, on va avoir aucune connaissance. Et si on parle des vertus morales, des vertus intellectuelles, il faut qu'il y ait un travail d'intellect. Et dans la philosophie contemporaine, c'est ça, on ajoute, certains philosophes vont ajouter la question du soin. Donc il faut, dans notre rapport humain, par exemple, il ne faut pas juste avoir l'information comme une machine, comme un ordinateur qui va juste computer des choses, mais prendre le soin de, encore là, faire le tri et bien comprendre et appréhender ce qui est important. Donc la vertu intellectuelle va agir dans ce plan-là. Donc faire la distinction non entre les modèles moraux, Socrate, et la personne qui est juste bête, mais entre la personne qui peut-être connaît plein de choses ou qui a une espèce des capacités intellectuelles spécifiques. Par exemple, si on pense à, je sais pas, Bill Gates, Steve Jobs, des gens qui programment super bien, par exemple, mais est-ce que ce sont des sages? Ben, pas forcément. Et donc, est-ce que la sagesse, d'ailleurs, elle peut être considérée juste dans le plan intellectuel, ou est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi un rapport avec le plan moral? Ça, c'est une question qui se pose. Donc, pour qu'une personne soit vraiment sage, est-ce que ça suffit d'être juste très intelligent? Ou est-ce qu'il faut qu'elle accomplisse des actions qui sont en accord avec ce genre de connaissances? Donc, c'est là, en fait, qu'on va voir le rôle de la prudence. La prudence, qui est une vertu qui va agir de deux côtés, du côté intellectuel et du côté moral, va faire en sorte qu'on va pouvoir traduire ces connaissances intellectuelles en information pour mouvoir notre esprit, notre volonté à agir bien dans le quotidien, par exemple. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé de la sagesse. Donc, ça me fait penser, est-ce que la sagesse et la vertu sont la même chose? Ou on peut faire une distinction, quelqu'un qui est vertueux et quelqu'un qui est sage? C'est une très bonne question. Je ne sais pas exactement. Je dirais que c'est sûr qu'une personne qui est sage, elle a forcément quelques vertus, au moins des vertus intellectuelles de base. Après, une autre question très importante qui se pose à l'époque médiévale, mais à la base dans les cadres de la philosophie d'Aristote, c'est est-ce qu'on peut vraiment considérer les vertus de façon isolée? Donc, est-ce qu'une personne qui a... est-ce qu'on peut dire qu'une personne a juste une vertu et il n'a pas aucune autre? Ou est-ce que le fait d'avoir une vertu, ça fait en sorte, ça fait en sorte que, et ça a pour condition, connaît toutes les autres vertus en même temps? Donc, il y a certains philosophes, je ne sais pas vraiment comment Buridan va répondre à cette question. Je n'ai pas encore regardé le texte où il va parler de ça. Mais il y a sûrement certains philosophes qui vont dire non, pour dire qu'une personne est vertueuse, il faut qu'elle ait toutes les vertus. On ne peut pas être prudent sans être courageux, par exemple. Les deux choses viennent ensemble. Mais il y a des gens qui vont les considérer séparément. Donc, par rapport à la sagesse et la vertu de façon générale, je sais pas. Je ne sais pas exactement comment Buridan répondrait à la question. Moi, je serais plutôt de l'avis que la personne qui est sage, la sagesse implique un travail très important de la prudence. Et donc la prudence étant justement cette vertu qui est très unique, qui agit dans deux plans, elle va faire en sorte que la personne va être forcément vertueuse dans le sens large, elle va être vertueuse dans le sens intellectuel et dans le sens moral. Mais ça, c'est ma réponse personnelle. Oui, Luc Gagnon. Comme je l'ai dit, j'ai mal entendu votre je conférence. Ouais. Et donc, je vais élargir un petit peu la question. La question étant maintenant celle de la philosophie médiévale entre le
début de la philosophie, supposons que Socrate est le père de la philosophie, comme certains le disent, entre Socrate et la philosophie occidentale moderne. Est-ce que la philosophie médiévale est dans la ligne qui réunit les deux? Je vais m'expliquer un peu plus. Si on dit que Socrate fut le père de la philosophie, c'est qu'il a érigé l'interrogation comme valeur première de la pensée. Cette façon socratique de voir la philosophie est revenue à notre époque. La question est souvent plus importante que la réponse pour les philosophes. Est-ce que la philosophie médiévale cherchait surtout des réponses plutôt que de développer les questions? Voilà. Moi, je trouve que la philosophie médiévale, elle travaille évidemment sur des questions. Les commentaires, en fait, qui sont faits sur Aristote sont faits sur le format des questions. Donc, le recueil de textes qui contient la philosophie à l'époque scolastique, par exemple, s'appelle Questionis. Donc, mais, par contre, le plus important n'est pas nécessairement la question, mais n'est pas non plus la réponse. Souvent, on va avoir des questions comme est-ce que les vertus sont bien divisées en morale et intellectuelle? Et la réponse va être toujours en oui ou en non, mais qualifiée. Donc ça va être toujours en ouais, non, plus ou moins, oui et non. Et donc ce qui est important dans ce genre de contexte, au moins dans le contexte scolastique, donc ici je ne parle pas du début de la philosophie médiévale, mais dans le contexte scolastique, c'est-à-dire après le XIIIe siècle, l'accent va être mis sur les arguments. Les arguments et les sources de la philosophie. Donc on va toujours citer Platon, Aristote, les autorités, mais ça va être vraiment un exercice d'argumentation. Parce que ce recueil sont faits pour reproduire le débat qui se faisait en cours. En gros, des professeurs scolastiques arrivaient dans son cours, un cours avancé de philosophie, ils donnaient une question, ils disaient, bon, cette moitié de la classe va répondre oui, cette moitié va répondre non, et on va avoir des arguments. C'était vraiment un exercice d'argumentation. Bien sûr qu'avec ces genres de travail, d'argumentation, on pouvait raffiner les questions. Donc on montrait parfois que les questions n'étaient pas bien posées. Par exemple, quand Thomas d'Aquin pose la question si la connaissance des dieux est évidente, sa réponse va être oui et non, parce qu'il va faire la distinction entre quelque chose qui est évident en soi-même et évident pour nous. Donc on va raffiner, on dit, bon, la question est peut-être pas très bien posée. Il faut faire des petites nuances. Donc, les questionnements, il a quand même une place centrale, mais ce qui nous intéresse sont des arguments. Les gens étudiaient la logique d'Aristote à l'époque médiévale pour être capable de faire des arguments bien structurés et bien fiables. Donc l'importance, c'est là. Dans les divers discours éthiques auxquels on s'est référé, par les questions ou par l'exposé, il est fait beaucoup mention de comprendre, surtout au niveau éthique, et je me demande si, à la limite, l'intérêt qu'on a à comprendre ne comporte pas nécessairement le besoin d'être compris soi-même. En philosophie, on peut entrer, comme en psychologie ou dans d'autres domaines, aussi pour se comprendre. Et ça paraît très abstrait, par exemple la philosophie de Wittgenstein, qui évolue beaucoup pendant sa vie, qui arrive à des postures éthiques vers la fin, voire métaphysiques, et reste ouverte, cet exemple-là, Wittgenstein ou d'autres, reste ouverte sur le besoin d'être accepté tel que nous sommes. Et tout le monde a besoin de ça.
en faculté de philosophie, en département de philosophie, n'importe où, au McDonald's ou au garage, tout le monde, dans le fond, a ce besoin-là. C'est pas une question. Ben oui, la question, c'est vouloir comprendre théoriquement, formuler de bonnes questions, c'est très important, laisser la question ouverte, argumenter parfois. Est-ce que ça n'implique pas aussi le besoin d'être compris soi-même et, plus loin, d'être accueilli, reçu tel que nous sommes? Oui. Ben, la compréhension est quelque chose qui est à la base surtout d'une philosophie médiévale de matrice aristotélicienne. Si ce qui est unique et particulier à l'être humain, c'est la raison, la compréhension, n'importe quoi, c'est ce qui va nous pousser vraiment à... Donc la raison va nous pousser à être vertueux, elle va nous pousser à comprendre des choses. Après, la compréhension de soi, donc l'importance de la compréhension de soi pour pouvoir par la suite peut-être comprendre le monde, je pense que ça serait un cadre qui va plutôt contre les cadres médiévaux. Les cadres médiévaux très systématiques, donc il suit quand même l'ordre aristotélicien. On va d'abord étudier l'organon, donc les traités de logique, ensuite les sciences naturelles, on va comprendre qu'est-ce que l'être humain à la base, qu'est-ce que l'ontologie, la métaphysique de l'être humain, et par la suite on va voir comment cela peut avoir une application pratique. Par contre, c'est vrai que si on prend un cadre plus contemporain de l'éthique, notamment si on pense à Lévinas, on va penser à l'éthique comme étant la philosophie première. La philosophie première pour Lévinas n'est pas la métaphysique, mais l'éthique. Donc on va développer notre ontologie à partir de notre rapport avec l'autre. Donc là, je pense qu'il y a quand même une distinction très importante entre la philosophie qui est encore très aristotélicienne et la philosophie plus contemporaine qui va avoir un souci avec la subjectivité qui n'est pas du tout présente, pas si présente à ce moment-ci. Merci beaucoup d'avoir évoqué Lévinas, qui n'est pas assez lu et pas assez connu. Et vous avez eu le grand avantage d'évoquer le care, vous l'avez dit en français, le soin. C'est grâce à la philosophie féministe de plusieurs tendances américaines ou de plusieurs origines françaises. Aujourd'hui, ce qu'on appelle la philosophie féministe, qui est importante à l'UQTR, et peut-être c'est peut-être la partie la plus féconde de la réflexion universitaire. Je ne veux pas minimiser le Moyen-Âge, mais c'est la philosophie du cœur, entre autres. Il n'y a pas que ça dans la philosophie féministe, mais il y a tellement de choses, les capacités et d'autres choses, là. Il y a tellement de choses intéressantes actuellement. Il y a un enrichissement de la pensée, de la réflexion, de l'éthique, dans tout le domaine des sciences féministes, dans tout le domaine des disciplines philosophiques féministes. Ça, quand vous avez juste mentionné le soin, vous avez dit, s'il n'y a pas le soin, il manque quelque chose d'extrêmement important. Et c'est avant le 20e siècle, on ne voit pas ça chez Descartes, on ne voit pas ça chez Hegel, on ne voit pas ça. Peut-être plus sur tendance existentialiste comme Kierkegaard. Oui, bon, les vertus chrétiennes, sauf que ce n'est pas ce qui est dominant. Mais le soin, prendre soin des autres, être attentif, être compréhensif, et ça veut dire aussi qu'on a besoin d'être soigné nous-mêmes, d'être pris en charge, d'être soigné, d'être bien traité. Et ça, c'est important dans votre... je tiens à le souligner dans ce que vous avez dit quasiment à la fin de... Oui. Et merci beaucoup. Oui, non, c'est ça, parce qu'en fait, pour le côté contemporain de ma recherche, je me base sur l'épistémologie de la vertu contemporaine. Et en fait, la question du care, du soin, en fait, c'est un concept qui est importé vraiment de la philosophie féministe. Donc ça va rentrer dans le travail comme une espèce de concept que je vais prêter. Mais ça me fait aussi penser à quelque chose que j'ai oublié de dire dans mon exposé, mon introduction à la modernité de la philosophie médiévale. Si on pense à la philo ancienne, on a de noms de femmes qu'on reconnaît, mais on ne voit pas beaucoup de textes de femmes, ils n'ont pas survécu, on n'a pas de texte en main.
Par contre, dans le contexte de la philosophie médiévale, le travail de femme il existe, même s'il est complètement négligé pour la plupart des gens. Et on a des textes. On a des textes de Héloïse, par exemple, des correspondances avec Abélard. On a des textes de Hildegard de Bingen, qui est considérée comme une mystique, mais cette désignation de mystique, on l'utilise de façon avec beaucoup de préjugés, pour dire qu'elles ne sont pas philosophes, mais il y a de la philosophie là-dedans. Elle cite Augustin, elle cite Platon, c'est quelqu'un qui a lu la philosophie. Il y a Marguerite de Borette, Christine de Pisan, il y a énormément de gens et des textes, donc c'est quelque chose à laquelle je fais attention aussi quand j'enseigne la philosophie médiévale. On lit les textes des femmes, parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Elles ont un rôle important, elles ont dû, certaines, il y en a qui ont été brûlées par l'Inquisition parce qu'elles voulaient vraiment poser un défi au système, mais il y en a qui ont trouvé des moyens, comme Hildegard de Bingen, de survivre dans un contexte où elle n'avait pas vraiment le droit de dire beaucoup de choses. Donc elle a trouvé un moyen de contourner un peu le système. Mais c'est ça, donc l'époque médiévale elle est très moderne aussi dans ce sens. Donc il y a quand même des femmes qui commencent à travailler, malgré les conditions qui n'étaient pas optimales, malgré le fait qu'ils n'étaient pas acceptés à la base à l'université. Elles produisent quand même, elles écrivent. Parfois en latin, parfois juste en langue vernaculaire, parce que le latin n'était pas accessible à tout le monde, surtout à la fin du Moyen-Âge. Mais il y avait ça aussi. Oui, si vous voulez, nous fournir une conclusion pour terminer. Ok, ben, en fait, je vous remercie d'être là. Bon, merci de vos questions. Et on peut continuer le dialogue quand vous voulez. Merci.